Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de James III, roi d'Écosse, qui règne de 1460 à 1488. Il succède à son père James II à l'âge de 8 ans, ce qui amena certains nobles à profiter du très jeune âge du roi et même à l'enlever. James III fut également contesté par ses deux frères, puis par son fils aîné au cours d'un règne tout à fait impopulaire, marqué par des impôts élevés et une mise à l'écart systématique de la noblesse, ce qui amènera sa mort dans des conditions mystérieuses. Vous voulez en savoir plus sur James III? Venez avec moi. James II avait établi un contrôle fort sur le royaume d'Écosse en éliminant ou en isolant des familles aussi puissantes que les Douglas, les Crinton ou les Livingstone. Le roi se sentait suffisamment sûr de lui pour attaquer le nord de l'Angleterre au cours de plusieurs campagnes majeures dans les années 1450. Le fils aîné de James II, un autre James, vient au monde en mai 1452. Sa mère était Marie d'Egmont, fille du duc de Gueldre et nièce de Philippe le Bon, le puissant duc de Bourgogne. L'enfant, duc de Rostay, est né pendant la crise qui avait vu son père poignarder William, comte de Douglas, à mort au château de Stirling. Ce meurtre n'a pas mis fin au pouvoir des Douglas, mais a créé un état de guerre civile intermittent, jusqu'à ce que James II frappe un coup décisif contre les Douglas en 1455 à la bataille d'Arkinholm, et le Parlement déclare les vastes terres Douglas confisquées et les annexe définitivement à la couronne. La tragédie frappe la famille royale lorsque le roi meurt dans un accident le 3 août 1460, à l'âge de 29 ans. James II attaquait le château de Stirling, alors tenu par les Anglais, et le canon à côté duquel il se tenait explose. Par conséquent, le prince James, âgé seulement de 8 ans, monte sur le trône d'Écosse sous le nom de James III. Le nouveau roi est couronné le 10 août à l'abbaye de Kelso. La reine Marie assure avec succès la régence de son fils. Elle achève le siège du château de Stirling et parvient même à reprendre le contrôle de Berwick, une propriété très disputée entre l'Écosse et l'Angleterre. Marie avait négocié avec Henri VI pour recevoir Berwick en mars 1461 en échange d'un abri, car le roi d'Angleterre était alors en train de mener sa propre guerre civile pendant le conflit dynastique connu aujourd'hui sous le nom de guerre des Deux Roses, 1455-1485. Marie améliore considérablement le palais de Falkland et fait construire le château de Ravenscraig à Five, dont les créneaux furent construits pour accueillir les canons qui devenaient rapidement une nécessité dans les nouvelles guerres. Connue pour sa piété, la reine fonda l'église Holy Trinity à Édimbourg, dont le retable fut réalisé par l'artiste flamand Hugo van der Goes, avec des panneaux peints représentant James III et sa reine. Malheureusement, la régence de la reine Marie fut brève, puisqu'elle meurt en décembre 1463, laissant James Kennedy, évêque de Saint-Andrew, devenir tuteur du roi. En 1464, il veille à ce que le jeune roi effectue 2 tournées dans son royaume, afin d'encourager le soutien populaire à la monarchie. L'évêque Kennedy meurt en mai 1465, ce qui offre à des nobles ambitieux l'occasion, longtemps attendue, d'améliorer leur propre position aux dépens de la couronne. Le 9 juillet 1466, James III fut enlevé lors d'une partie de chasse par certains courtisans. Alexander, gardien du château d'Édimbourg, Robert Boyd de Kilmarnock. Les frères Boyd obligent le roi à faire semblant de ne pas être retenu contre son gré afin de gagner en légitimité en possédant le soutien et l'oreille du souverain. Le roi de 14 ans fut contraint de déclarer devant le Parlement en octobre qu'il n'avait pas été offensé d'avoir été enlevé à Lything Wood et qu'il avait l'intention de nommer Lord Boyd comme gouverneur pour servir jusqu'à sa 21e année. La faction Boyd s'est rendue impopulaire, en particulier auprès du roi, notamment du fait que Robert Boyd, le frère aîné, écarta Alexander et fait de son propre fils Thomas le comte d'Arran, et le mariage de ce dernier avec la sœur du roi, Marie, âgée de 11 ans en 1467. Robert Boyd convainc même James III d'épouser Marguerite de Danemark, fille de Christian Ier, roi de Norvège, de Danemark et de Suède.
Le mariage eut lieu le 13 juillet 1469 avec une dot de 60 000 florins rhénans, dont 10 000 devaient être payés avant que l'ambassade écossaise ne quitte le Danemark. Cependant, Christian Ier fut incapable de réunir plus de 2000 des 10 000 florins promis. En échange de la dot, l'Union donnerait à l'Écosse le contrôle des Orkneys et des Shetland, ce qu'il recherchait depuis longtemps. Robert Boyd, quant à lui, se déclare gardien de l'Écosse et prend la fonction de chambellan du roi. Lorsque James III atteint sa maturité en 1469, les deux frères Boyd furent jugés et reconnus coupables de trahison. Robert et son fils parviennent à s'enfuir en Angleterre, mais Alexander fut exécuté. La politique de James III au début des années 1470 tournait principalement autour de plans continentaux ambitieux, visant à souligner le prestige du roi et de la dynastie Stuart, à étendre le territoire sous la domination de James III et à accepter une alliance avec l'Angleterre, et par une large application de la lèse-majesté. Le délit de trahison consistant à insulter le roi, afin d'inclure toute action que James III considérait comme un obstacle à sa volonté. Les nobles furent négligés au profit des administrateurs et des ecclésiastiques. Édimbourg devint le grand centre bureaucratique du gouvernement, même si en réalité l'Écosse restait un royaume qui dépendait de ses barons régionaux pour faire appliquer les politiques gouvernementales dans l'ensemble du royaume d'Écosse. Le roi ne fait aucun effort pour visiter une partie de son royaume en dehors de la capitale. En 1474, le roi organise le mariage de son fils aîné et héritier James, né en 1473, avec Cecilia, la fille d'Édouard IV, roi d'Angleterre. La position pro-anglaise de James III, ses impôts élevés et la vente sans scrupule des grâces royales pour de l'argent sont autant de facteurs qui expliquent son manque de popularité, non seulement parmi ses nobles, mais aussi de la famille royale. L'intérêt porté par le roi à la musique, les arts et l'alchimie devient trop important pour certains barons. Cependant, pour étouffer toute rébellion, James III fait emprisonner ses deux frères cadets, John, comte de Mar, et Alexander, duc d'Albanie en 1479. John meurt en prison dans des circonstances mystérieuses, apparemment en se vidant de son sang alors qu'il prenait un bain. Alexander Stuart, quant à lui, s'échappe en France pour se mettre à l'abri, mais il ne tarderait pas à revenir pour revendiquer le trône d'Écosse. Ces événements ne furent pas de nature à apaiser les nobles écossais qui se préoccupaient de plus en plus de l'autocratie du roi et de sa préférence pour les compagnies de bas étage. De nombreux nobles n'appréciaient guère William Chev, un ancien serviteur qui avait cousu les chemises du roi, de se voir confier le contrôle de l'archevêché de Saint-Andrew. La décision de James III de dévaluer la monnaie en 1479-1480, qui lui procura personnellement beaucoup d'argent, mais dévasta le commerce, alimentant davantage la colère et le ressentiment envers le souverain. La principale activité du Parlement que James III convoque en 1471 était l'octroi d'une taxe pour financer une ambassade sur le continent, afin de lui permettre d'agir en tant qu'arbitre entre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et Louis XI, roi de France. L'ambassade cherchait également à obtenir un mariage bourguignon ou français pour la sœur du roi, Margaret. En février 1472, le deuxième plan continental de James III l'amène à demander au Parlement de financer son plan de mener une armée de 6000 hommes pour affirmer ses prétentions sur le duché de Bretagne, qui découlait de sa tante Isabelle. Le Parlement accorde une taxe de 5000 livres pour financer l'envoi de cette armée sur le continent dans le cadre d'une invasion franco-écossaise contre François II, duc de Bretagne. Cependant, les protestations du clergé sur le roi menant une armée à l'étranger en personne conduisent James III à abandonner ses plans d'invasion de la Bretagne. La même année, le roi d'Écosse sert également d'intermédiaire dans les négociations entre le Danemark et la France. En avril 1473, la bataille de succession de Gueltre entre le grand-père de James III, Arnold, duc de Gueldre, et de son fils Adolphe, fournit au roi un autre plan continental.
La déposition d'Arnold par son fils en 1465 et sa réintégration par l'intervention de Charles le Téméraire en 1471 avaient laissé Arnold vouloir modifier la succession pour éviter que le duché ne tombe entre les mains de son fils ou du duc de Bourgogne. Et en 1472, il demande à James III ou à l'un de ses frères de se rendre à Gueldre et de prendre possession du duché. Le duc Arnold meurt en février 1473 avec toute probabilité sérieuse de mettre ses plans de succession à exécution. Mais James III ne se laisse pas décourager et envoie un ambassadeur auprès de Charles le Téméraire pour faire valoir ses droits. Le roi d'Écosse envoie également des ambassadeurs en France, offrant une aide militaire à Louis XI contre l'Angleterre, en échange d'une pension de 60 000 couronnes par an, et pour réaffirmer la revendication sur la province française de Saintonge. Une revendication qui remontait au traité de Perth-Chinon entre James Ier d'Écosse et Charles VII de France. Ces plans irréalistes entraînent des critiques parlementaires, d'autant plus que le roi était réticent à s'occuper des affaires banales de son royaume, comme l'administration, la justice ou les querelles entre les nobles. Le Parlement s'oppose également au plan de James III de quitter le pays et tente également de persuader le roi de se tourner vers l'administration et la justice. En octobre 1474, James III conclut une trêve avec Édouard IV, roi d'Angleterre, qui devait durer 45 ans, accompagnée d'une alliance matrimoniale entre l'héritier de James III et la fille d'Édouard IV, Cécile d'York, lorsque tous deux atteindraient l'âge du mariage. Le 20 avril 1472, le Parlement met fin aux négociations, qui avaient commencé avec le traité de Copenhague, en annexant et en unissant les comtés de Orcade et la seigneurie des Shetland à la couronne écossaise, par défaut de paiement de la dot par le roi de Danemark. En théorie, Christian Ier de Danemark ou ses successeurs pouvaient encore racheter les îles en payant la solde de la dot de la reine Marguerite. Mais en pratique, avec les difficultés financières persistantes de Christian Ier et le fort contrôle que la couronne écossaise exerçait sur les Orcades et les Shetland, cela rendait cette solution hautement improbable. Ce traité anglo-écossais, première alliance entre les deux royaumes au XVe siècle, préserve la paix entre l'Écosse et l'Angleterre et procure à James III un gain financier substantiel. James III continuerait à faire pression pour obtenir des alliances anglaises pour le reste de son règne, bien qu'il ait également cherché une alliance matrimoniale avec Marie de Bourgogne pour son frère le duc d'Albanie et renouveler l'alliance franco-écossaise avec Charles VIII, roi de France, successeur de Louis XI. Cependant, la politique de paix était impopulaire en Écosse. L'opposition était particulièrement associée au duc d'Albanie et fut l'une des causes de son éloignement du roi et de l'impopularité de James III à partir de 1479. En juillet 1482, il n'est peut-être pas surprenant que le roi ait été enlevé une deuxième fois, cette fois par un groupe de nobles mécontents dont Alexander Stuart était la figure de proue. Il avait comploté avec Édouard IV, roi d'Angleterre, pour usurper la place de son frère. Une armée anglaise dirigée conjointement par Alexander et le frère d'Édouard IV, Richard de Gloucester, futur Richard III, envahit l'Écosse. La première depuis 1400. James III fut capturé à Lauder, au nord de Melrose. 2 membres de son entourage furent tués. Le roi fut alors emprisonné au château d'Édimbourg. Les rebelles avaient peut-être l'intention de faire d'Alexander le régent du roi, tandis qu'Édouard IV voyait une occasion de reprendre le contrôle de Berwick. En fin de compte, l'armée d'invasion ne fut en aucun cas contestée, et la révolution s'essouffle par manque de détermination. Le soutien anglais disparut également avec la mort d'Édouard IV en avril 1483. Mais surtout, et ce n'est pas la première fois, les nobles écossais s'opposaient à l'idée d'assassiner leur roi, et une fragile suspension des hostilités s'ensuit. Le répit dans la turbulente politique écossaise fut de courte durée. En juillet 1484, une petite force anglo-écossaise dirigée par le comte d'Angus, le principal membre de la puissante famille des Red Douglas, tenta une nouvelle fois de faire monter Alexander sur le trône. Les royalistes battent cette force à Lochmanben le 22 juillet où le comte d'Angus fut capturé.
Une fois de plus, Alexander parvient à s'enfuir vers le sud. Revenu imprudemment l'année suivante, Alexander fut capturé et détenu au château d'Édimbourg, jusqu'à ce qu'il parvienne à s'enfuir à nouveau pour trouver refuge en France. L'homme fut alors tué dans un étrange accident lors d'un tournoi médiéval à Paris, frappé par un éclat de lance alors qu'il observait le tournoi depuis les tribunes. Pendant ce temps, le roi James III semblait incapable de comprendre le lien entre sa politique sévère et le mépris de la noblesse. Le roi continuait à agir comme il l'avait toujours fait, renvoyant des fonctionnaires compétents, nommant des personnes impopulaires et persécutant tous ceux qu'il considérait comme déloyaux. En février 1488, une nouvelle attaque contre le roi se produit, impliquant cette fois son fils James Stuart, futur James IV, qui se déclare prince d'Écosse. Dans un premier temps, les barons du Nord restent fidèles à la couronne, mais James Stuart bénéficie du soutien du comte d'Argyll. Les deux camps s'affrontent lors d'une escarmouche à Stirling. De petite envergure peut-être, mais le sort de l'Écosse dépend de son issue. En janvier 1488, James III utilise une réunion du Parlement pour récompenser publiquement ceux qui lui avaient été fidèles dans le passé, et tente de gagner des partisans en créant 4 nouveaux lords. Il élève également son deuxième fils, James, marquis d'Ormont, à la dignité de duc de Ross. Venant après les négociations du roi en 1486 et 1487 pour une alliance matrimoniale pour son deuxième fils, il était conçu pour améliorer son statut et faire de lui un parti plus avantageux, et ne faisait que renforcer la perception parmi ses adversaires qu'il favorisait son deuxième fils au détriment de l'héritier du trône. Mais l'opposition à James III était menée par les comtes d'Angus et d'Argyll et les familles Home et Edburn. L'héritier du roi d'Écosse, James Stuart, duc de Rothesay, âgé de 15 ans, quitte le château de Stirling à l'issue de son père, le 2 février 1488, marquant le début d'une nouvelle rébellion de 4 mois contre James III. Le prince James Stuart devint peut-être, à contre-cœur, la figure de proue des rebelles, dont le but semble avoir été l'établissement d'un conseil de régence, dirigé par le prince et le roi sur surveillance. Les rebelles ont affirmé qu'ils avaient enlevé le prince James Stuart de Stirling pour le protéger de son père, entouré de conseillers favorables à l'Angleterre. Comme le prince, de nombreux rebelles craignent également pour leur sécurité si James III continuait à régner. Le roi se fait encore plus d'ennemis parmi la noblesse en renvoyant le comte d'Argyll de la chancellerie pour des raisons qui demeurent mystérieuses. James III demande l'aide militaire d'Henri VII, roi d'Angleterre, et se déplace en direction du nord d'Édimbourg à Aberdeen en mars, réalisant probablement que sa position à Édimbourg devenait précaire, avec le duc de Rothesay et l'armée rebelle à proximité, soit à Lintingo, soit à Stirling. Le 11 juin 1488, la petite force dirigée par le roi fut vaincue par les rebelles à Sochinburn, près de Bannockburn Field. James III portait la grande épée du héros écossais Robert Bruce, mais elle ne lui a pas servi à rallier les nobles, ni même à remporter la bataille. Tentant d'échapper à la colère des vainqueurs, le roi fut tué peut-être involontairement, ou selon d'autres versions, par un ennemi déguisé en prêtre, ou par des soldats l'ayant rattrapé dans un moulin. Son fils James Stuart devint James IV d'Écosse. Le nouveau monarque aurait porté une chaîne de fer autour de la taille à chaque carême suivant, en guise de pénitence pour son rôle dans le régicide. James IV n'avait que 15 ans lorsqu'il monte sur le trône, mais il devint un roi populaire grâce à son intérêt pour l'application de la justice dans l'ensemble de son royaume, au développement de la première marine écossaise et de la promotion d'innovations telles que l'imprimerie. Les relations avec l'Angleterre commencent avec son mariage avec Marguerite Tudor, fille d'Henri VII, roi d'Angleterre, mais se détériorent ensuite avec le règne d'Henri VIII. James IV règne sur l'Écosse jusqu'en 1513, date à laquelle il fut tué lors d'une bataille contre les Anglais. Son fils James V, roi d'Écosse, lui succède. Comme on l'a vu, James III fut tué lors d'une escarmouche avec des rebelles en juin 1488, mais l'identité de son assassin demeure mystérieux. Agit-il pour le roi d'Angleterre, pour les rebelles ou pour le fils
du roi, désireux de se débarrasser de son père. La lignée royale des Stuarts se poursuit avec son fils aîné, James, qui devint James IV, roi d'Écosse, qui règne de 1488 à 1513. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.